De quoi je me mail sur rmc.fr, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 25 janvier 2019 et bienvenue dans De quoi je me mêle et bienvenue dans le nouveau De quoi je me mêle. Regardez le studio que on retrouvera dorénavant chaque vendredi. C'est le studio d'RMC dans lequel j'ai le plaisir de vous présenter les matinales du week-end et qu'on a donc rebrandé à De quoi je me mêle. Voilà, et on espère que vous aurez un bon son et une belle image puisque vous le savez, De quoi je me mêle, c'est à la fois la version audio qui vous attend sur rmc.fr, la version vidéo sur 01net TV et sur YouTube. On va pas changer le déroulé de quoi je me mêle pour autant. Tout à l'heure, un invité exceptionnel pour fêter en fait l'arrivée dans ces nouveaux studios. Ce sera Luc Julia, le papa de Siri, sera avec nous pour nous présenter bien son bouquin que j'ai là entre les mains et qu'on décryptera tout à l'heure avec Éric Le Bourlou. Là, l'intelligence artificielle n'existe pas, paru aux éditions First. On va en parler dans quelques instants donc avec Luc Julia qui sera notre invité exceptionnel. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir au sujet qu'on évoque avec le hashtag DQJMM sur Twitter et puis bien sûr nous rejoindre aussi sur la page Facebook de quoi je me mêle. Merci d'être là, bienvenue à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Pour débuter donc le club de la presse IT, Éric Le Bourlou est là, dans un espace un petit peu plus grand que celui qu'on avait avant. Ça change un petit peu, ouais. Mais c'est pas mal. C'est on est plutôt bien. On a de la place. On a de la place. On pourra faire même une petite danse un jour si vous voulez, si vous êtes gentil. Éric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net.com. Et moi, je rêve de voir Éric Le Bourlou danser. Si vous voulez. Non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. On va pas y arriver. Et puis Emmanuel Paquette qui est là, journaliste à l'Express. Salut Emmanuel, merci d'être avec nous. On va décrypter l'actu de cette semaine et commencer par une actu qui est un petit peu corrélée à celle de Luc Julia, puisque Luc Julia, au-delà du fait que c'est l'auteur de ce livre, l'intelligence artificielle n'existe pas, c'est aussi le CTO, donc le patron de l'innovation chez Samsung. Et Samsung qui s'apprête à lancer son scud, Éric Le Bourlou, le Galaxy S10. Oui, le Galaxy S10, c'est évidemment c'est le flagship de Samsung, c'est le téléphone dans lequel Samsung met tous ses espoirs pour cette année. Et il sera présenté à San Francisco. Oui, avec un impact, comme un impact, une grosse conférence avec des gros moyens. S'ils mettent un petit peu, ils la font un peu à la Apple pour le coup. D'ailleurs, ils piétinent un peu sur les têtes. Ils vont exactement faire leur keynote là où Apple fait les siennes en ce moment. À San Francisco, sur les terres effectivement d'Apple, pour dire voilà, on est là. Et c'est vrai que ce S10, on va voir comment il va se comporter. Samsung est beaucoup plus concurrencé qu'avant sur ce marché du haut de gamme, alors qu'avant il régnait en maître. Maintenant il a des concurrents qui sont de plus en plus impressionnants, comme Huawei par exemple. Mais Samsung a envie d'innover, j'ai l'impression, avec cet appareil, et il va être le premier de ces Galaxy S à notamment il n'y aura plus d'encoches comme c'est les encoches, c'était vraiment le truc un peu à la mode l'année dernière. Notch, Alors tout ça, ce sont des rumeurs et des confirmations pratiquement, puisque le téléphone n'a pas été officiellement présenté. Bien sûr, c'est le 20 février. Voilà, mais en fait, on sait pratiquement tout sur ce téléphone. Je pense qu'il y a eu des fuites à droite à gauche. Alors, il y a des fuites à droite à gauche. On ne sait pas exactement tout, mais en gros, son design, on le connaît. On sait qu'il y aura différents types d'écrans. Évidemment, il y aura 3 modèles. Voilà, il y aura 3 modèles. Et ce qui est intéressant, et il y aurait aussi davantage d'appareils photo à l'arrière. On sait qu'il y aura un triple module caméra. Donc ça, c'est aussi un peu à la mode, la multiplication des modules caméra sur les smartphones. Mais surtout, à l'avant, il aurait donc plus d'encoche, mais un écran, on va dire, poinçonné. Alors, on cherche encore le bon terme pour qualifier ces écrans, où en fait, finalement, qui est très immersif du coup, puisque en fait, on va dire l'appareil photo n'est pas au milieu dans une encoche, mais dans un coin de l'écran et intégré directement à l'écran. Et c'est vrai que ça donne une sensation d'immersion encore plus grande que ce qu'on a déjà vu sur les smartphones de l'année dernière. Donc ça, il va falloir s'attendre non seulement pour Samsung, mais que ce soit une vraie tendance de design sur les smartphones de cette année. Voilà, avec 3 modèles déclinés, on va dire, avec 3 gammes de prix. Avec toujours très haut de gamme, une version light, une version classique et une version plus grande. Par contre, les prix risquent d'être assez élevés, si je ne m'abuse. Il n'y a pas encore évidemment de prix officiel, mais Samsung profiterait de ce modèle assez impressionnant d'un point de vue design pour un petit peu faire monter les prix encore une fois. Emmanuel, Samsung joue gros avec ce S10 ? Oui, parce que là, on arrive à une saturation du marché du smartphone au niveau mondial. Conjugué en fait à un ralentissement de l'économie chinoise. Et aujourd'hui, la Chine, c'est quand même le principal marché qui tire les ventes de smartphones, puisque
En Europe et aux États-Unis, la plupart des gens sont équipés. Et donc, on est simplement sur des marchés de rééquipement. Donc, on change de téléphone quand on est vraiment obligé ou quand on est vraiment accro, qu'on est un geek, grosso modo, et qu'on a des grosses envies. En Chine, c'est pas le cas. Il y a encore un marché à adresser. Mais effectivement, la montée en gamme de tous ces smartphones, que ce soit ceux d'Apple, par exemple, avec les iPhone 10, et qui rament en Chine, Apple. Qui rament en Chine. Ouais. Mais Samsung également a fait une alerte récemment sur ses résultats financiers en raison du ralentissement du marché chinois. Donc, ce lancement-là s'inscrit dans un contexte compliqué sur lequel en fait, il y a relativement peu d'innovation maintenant sur les smartphones, sauf avoir effectivement les écrans pliables qui risquent d'arriver et qui pourraient relancer et la 5G. Mais on en est à peine au début. Les déploiements de la 5G commencent à peine. Est-ce que, par exemple, ce modèle-là sera compatible 5G, notamment en Corée du Sud, où la 5G commence à être lancée? Ça, c'est aussi une interrogation, parce que c'est un des éléments qui peut permettre. Et puis parce que Samsung veut être toujours un peu la locomotive de l'innovation. Ils veulent toujours être les premiers. On va peut-être en parler dans un instant avec les smartphones pliables. Voilà, on murmure qu'une petite présentation de ce smartphone pliable pourrait être faite lors de cet Impact le 20 février. Et puis, il y a Huawei derrière. Il y a Huawei qui a vraiment... j'allais dire, mis la fessée quand même à Samsung l'année dernière avec un S9 qui était en demi-teinte, on peut le dire, qui était un bon téléphone mais qui n'apportait pas grand-chose en termes d'innovation. Et Huawei s'est engouffré dans la brèche avec des téléphones qui, eux, étaient plus innovants. Notamment photo, ils ont joué sur la photo et c'est vrai que c'est un argument de poids maintenant, un argument massue pour vendre des smartphones. Et effectivement, Huawei a joué là-dessus. Après, ça va être aussi beaucoup plus compliqué pour Huawei cette année parce qu'il n'y aura plus l'effet surprise de ce P20 Pro qui était un très bon appareil photo. Et de celui qui a suivi. Donc même peut-être que pour Huawei, ça va être aussi compliqué de réitérer la surprise. C'est toujours un peu le problème pour toutes ces marques de faire des téléphones qui se différencient chaque année. Voilà. Juste pour la 5G, visiblement, il se pourrait qu'il y ait un Galaxy S10 5G, mais réservé à certains marchés. Une version spécifique, aussi, en tout cas, de ce téléphone, mais ce serait pas évidemment le mass market ne serait pas un téléphone 5G. Ouais, évidemment, puisqu'on est au début du déploiement de cette technologie et en plus les bandes de fréquences utilisées sont pas les mêmes dans chaque continent. Donc c'est vrai qu'après il faut un modèle spécifique pour chaque continent. Voilà, donc le 20 février à suivre sur zeronet.com et sur Zeronet TV puisqu'on vous retransmettra en direct avec toutes les analyses cette keynote Samsung S10 et peut-être donc ce fameux écran pliable qui suscite autant d'interrogations et de passion. On va en voir beaucoup cette année. Eric, l'actu de la semaine aussi, c'était la CNIL qui, infligeait une petite amende. Enfin bon, tout dépend des échelles. Ça dépend de l'échelle. Voilà. C'est une amende assez sérieuse, 50 millions d'euros quand même. Voilà. Au niveau de Google, bon, pour Google, c'est pas anecdotique, mais pas loin. Mais mine de rien. Google se fait taper sur les doigts là. Oui, Google se fait taper sur les doigts parce qu'il ne respecterait pas le RGPD, d'après la CNIL. Qu'est-ce qu'a fait la CNIL ? Ils ont fait comme n'importe qui peut faire quand il lance un téléphone Android, quand il configure un téléphone Android. Quand vous configurez un téléphone Android, vous avez, vous savez, beaucoup de petits champs à remplir, beaucoup de choses à valider et beaucoup de documents à lire. Ces documents, je ne sais pas si vous avez déjà lu, je pense que personne ne les lit vraiment, mais ces documents-là, en fait, quand même sont très importants puisqu'ils expliquent exactement ce que Google va faire de toutes vos données personnelles. Et la CNIL estime qu'effectivement, ce n'est pas clair. Et difficile de lui donner tort en vrai, puisque que ce soit Google ou d'autres marques qui ont ce même genre d'étapes de configuration, c'est vrai qu'on regarde, on ne lit pas forcément toutes ces CGU et on ne sait pas vraiment ce qui est fait au final quand on a fini de configurer son téléphone. En plus, en général, on est pressé, on a vite envie d'utiliser. De tester son téléphone on ne sait pas qu'on vient de donner une espèce de porte ouverte à nos données à Google. Donc la CNIL pour cela estime que Google ne fait pas suffisamment, ne fait pas le travail exigé, le devoir d'information exigé par le RGPD et lui demande donc de modifier en plus la façon dont ces smartphones se configurent. Alors pour Google, ce n'est pas grand-chose, c'est 50 millions d'euros, mais Google a quand même fait appel de cette décision, expliquant que alors je les cite parce que c'est intéressant leurs commentaires. Ils disent qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pour créer un processus de consentement RGPD pour les annonces personnalisées qui soit le plus transparent et le plus simple possible.
Bon, peut-être qu'il y a encore un petit effort à faire quand même. Et donc, ils font appel de cette décision. D'accord. Donc, il va falloir qu'ils saisissent, ils vont saisir le Conseil d'État, parce que c'est comme ça que ça se passe. Vu de San Francisco, Emmanuel Paquette, qu'est-ce que Google, qu'est-ce qu'ils doivent se dire de cette amende de la CNIL ? C'est-à-dire que là, il y a quand même des éléments originaux à plus d'un titre. Le premier élément original, c'est que c'est la première fois qu'il y a une sanction suite au RGPD. Donc au règlement général de protection des données. Donc c'est la première sanction qui a été mise en place pécuniaire. l'année dernière, Voilà, en mai dernier. Exactement. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même un symbole. C'est la première sanction. La deuxième, c'est que ce qui est original aussi, c'est que normalement, ça serait à l'Irlande de prononcer cette sanction, puisqu'aujourd'hui, le siège européen de Google se trouve en Irlande. Et donc, normalement, Google est censé être sous la juridiction de la CNIL, irlandaise. D'accord. En l'occurrence, la CNIL irlandaise a donné pouvoir à la CNIL française pour qu'elle puisse sanctionner éventuellement Google, ce qui a été fait, d'où l'amende de 50 millions, puisque ça couvre en réalité quasiment ce qu'on appelle le G29, c'est-à-dire toutes les CNIL européennes. Donc la décision française a vocation quasiment pour toute l'Europe. D'accord. Oui, donc la France se fait le porte-voix de l'Europe sur cette décision. Exactement, parce que l'Irlande a dit, pour le coup, c'est à vous de le gérer. Donc c'est là où la symbolique est extrêmement importante pour Google, parce que derrière la France, c'est l'Europe en réalité. Et donc, de ce point de vue-là, casser cette décision devient extrêmement importante d'un point de vue symbolique, pas pécuniairement, comme tu le disais, puisqu'effectivement, Google, ils ont largement les moyens de payer. Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout en règle, justement, avec le RGPD. Et donc, ça veut dire une modification dans tous les pays européens, quasiment. Donc, c'est quand même symboliquement une amende forte et un signal fort envoyé contre Google. Et donc, de ce point de vue-là, ils ont tout intérêt à essayer de casser cette décision. Bon, donc maintenant tout ça est repoussé de plusieurs années, puisque j'imagine qu'il va y avoir... Le Conseil d'État, ça peut aller relativement vite. Ouais. C'est après, il peut y avoir... ça peut remonter à d'autres instances, donc voilà, ça peut prendre du temps, mais oui. D'accord. On enchaîne avec, toujours, dans cette, puisqu'on évoque la vie privée, c'est Emmanuel Macron qui réitère son envie de lever toute forme d'anonymat sur Internet. Alors ça, c'est une décision quand même, en tout cas des propos assez forts. Ce n'est pas la première fois qu'il en parle, mais lors de cette réunion publique qu'il a tenue en début de semaine avec des maires, il a effectivement... c'est un peu le Macron Tour en ce moment. Oui, c'est ça. Dans toutes les régions. Il a, au détour d'une phrase, effectivement répété qu'il voulait lever toute forme d'anonymat sur Internet, qui est une proposition effectivement très surprenante. C'est pas le premier. Je sais que si je me rappelle bien, François Hollande avait aussi appelé de ses voeux ce genre de choses. C'est très surprenant de vouloir lever toute forme d'anonymat sur Internet, tout simplement parce que déjà l'anonymat n'existe pas sur Internet. En vrai, c'est déjà ça le problème. Ce qu'on peut appeler éventuellement de l'anonymat sur Internet, c'est du pseudonymat. Quand on n'est pas sous son vrai nom sur Twitter ou sur Facebook, en fait, si vous posez problème, il y a moyen qu'on vous retrouve grâce à votre adresse IP. D'ailleurs, on le voit, dès que la justice ou la police s'en mêle, ils arrivent la plupart du temps à retrouver exactement les personnes qui veulent chercher, qui cherchent. Et il y a plein de bonnes raisons pour... Alors c'est vrai qu'on peut considérer qu'en s'en cachant derrière un pseudo, on peut raconter n'importe quoi, c'est peut-être répandre aussi la période fake news. qui veut ça, en pleine période de bashing. C'est vrai qu'il est victime un peu de tout ça. Emmanuel Macron, il se dit, est-ce que finalement, lever l'anonymat ne calmerait pas les ardeurs de certains qui sont les haters ou les auteurs de fake news Il y a beaucoup de gens sur Twitter qui en ce moment, depuis cette petite phrase, envoient des captures d'écran de gens qui ont la haine, visiblement vraiment la haine. Des gens qui répandent aussi des fausses nouvelles, mais qui sont sous leur vrai nom. Enfin, c'est pas parce qu'on est sous. Alors ça peut contribuer des fois, mais en tout cas, la proposition est surprenante. On a hâte de savoir si effectivement ça va se traduire par un projet de loi à un moment ou à un autre. Surtout, qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Oui, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça pourrait être mis en place ? Parce que ça risque en plus, si on fait ça, d'être très 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 compliqué d'un point de vue technique à mettre en place et sans doute un poil liberticide. Tout à fait. Emmanuel ? Oui, je pense... Pour rebondir sur ce que disait Eric, en fait, il y a plusieurs sujets dans la levée de l'anonymat. Il y a effectivement ce dont tu parlais, c'est-à-dire des commentaires haineux, le fait de pouvoir véhiculer des fausses nouvelles. Là, il se trouve qu'il y a quand même un arsenal judiciaire qui existe en France. Donc, il suffit de saisir l'autorité compétente pour qu'après une enquête soit ouverte, qu'on détermine qui est derrière l'adresse IP qui a posté ces éléments-là, enfin l'adresse Internet en gros, le protocole Internet pour être plus clair, et de voir quelle est la connexion et de la personne éventuelle qui était derrière cette connexion et la sanctionner le cas échéant. Donc il y a déjà un arsenal législatif. Je pense que là, effectivement, sur ce que tu disais François, où c'est en train de rebondir, c'est sur le côté un peu civil tech. C'est-à-dire aujourd'hui,
la société civile veut donner son opinion. Alors ça peut passer par effectivement des plateformes comme Change.org, de pétition. Bien sûr. Et à ce moment-là, la question est de savoir est-ce que quelqu'un ne peut pas voter à plusieurs reprises, par exemple. Tout à fait. Là, ça pose une question sur la validité d'une pétition. S'il y a 1 million de signatures, lesquelles sont réelles ou pas, ou des bots ont pu voter à plusieurs reprises. Et puis l'autre chose dans les civil tech, c'est remonter des propositions de loi, par exemple, ou des amendements à des propositions de loi. Et là, de savoir si c'est vraiment des individus, et pas les mêmes individus, ou des groupements d'individus qui soient même pas français d'ailleurs, qui pourraient être russes, parce que en ce moment c'est la russophobie, ou chinois. Et donc là, on peut se dire, là quand même, il faudrait quand même savoir si effectivement derrière ces gens-là, c'est bien des Français qui ont envie de peser sur un processus démocratique, et pas des pays étrangers qui ont envie de s'ingérer dans le processus démocratique. Donc de ce point de vue-là, on peut se dire que effectivement, il faudrait savoir qui est derrière chaque proposition ou chaque vote. Le problème, c'est qu'effectivement, ce que tu dis, Eric, là, on tombe directement, effectivement, dans un projet qui peut effectivement être vécu et vu comme liberticide. Donc la question, quand même, va être de savoir comment encadrer cette levée d'anonymat entre les commentaires d'un côté et puis la civil tech de l'autre, qui pourrait s'entendre dans le cas de la civil tech, sans enfreindre les libertés individuelles. Mais par exemple, on peut aujourd'hui, grâce à France Connect, avoir une vraie identité numérique. Enfin, je ne sais pas si vous utilisez ce type de service. Et donc, on peut imaginer que ça sert pour les impôts, etc. Exactement. Ça pourrait être très bien une manière de donner sa voix, de réagir. Et en général, on n'a que, je crois d'ailleurs, s'il n'est pas possible d'avoir plusieurs identités avec France Connect. Donc, ça pourrait être une piste, par exemple. Ça peut être une piste, exactement. Oui, après, la question, c'est le problème de la levée de l'anonymat, c'est jusqu'où ça va, parce que on pourrait demander la levée de l'anonymat aussi sur les gens qui consultent les sites pornographiques, par exemple, pour être sûr, bien sûr que les plus de 18 ans vont bien sur les sites pornographiques, mais pas ceux qui ont moins de 18 ans pour les protéger. Donc on ouvre la porte à des choses après qui peuvent aller très 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 loin. On est d'accord. Pour terminer, Eric, on va être un petit peu plus triste que d'habitude, puisque plus léger aussi. Enfin, les tristes et les c'est léger. Triste et léger. Voilà, c'est presque de la dramaturgie finalement. Windows Mobile, c'est vraiment fini. Au cas où vous auriez eu un doute, quand même. Cela dit, moi, j'ai croisé un copain qui avait un Windows Phone. Et alors, ça s'est passé comment, François? À part les SMS, il fait pas grand-chose quand même avec. Mais ceci dit, effectivement, j'ai dit c'est vraiment fini. Ce sera fini en décembre de cette année, puisque en décembre de cette année, Microsoft arrêtera le support technique de Windows Mobile. Donc là, qui commence à faire des cartons, quoi. Voilà. Et Microsoft, donc sur une page spécifique qu'ils destinent à leurs clients qui ont encore des Windows Mobile, parce qu'il y en a encore un peu, comme tu vois. Tu vois, je suis pas le seul. Non, effectivement, ils ont encore quelques clients. Ouais. Effectivement, Microsoft demande à ses fans de Windows Mobile, qui sont encore des résistants, de passer à Android ou iOS, tout simplement. Carrément. Microsoft fait une croix sur Windows Mobile. Bon, on s'en doutait évidemment. Ils avaient déjà dit que Windows Mobile que Windows Phone, d'ailleurs je dis Windows Phone, mais c'est pas Windows Mobile, c'est Windows Phone, était un logiciel qui n'avait plus sa raison d'être. C'est dommage, je trouve, en vrai, parce que c'est toujours bien d'avoir un concurrent en plus. Maintenant, on se retrouve sur les OS mobiles avec 2 seuls acteurs. Même s'il reste encore quelques OS un petit peu saugrenus à droite à gauche, mais Microsoft avait essayé de donner un coup de pied dans la fourmilière avec cet OS là. C'était plutôt intéressant d'un point de vue des fonctionnalités. Et puis, ils ont inventé pas mal de choses d'interface, notamment. Oui, l'ergonomie était très différente de ce qu'on pouvait trouver sur iOS ou Android. Et puis, il y a le gâchis financier, surtout, Emmanuel. C'est-à-dire que Windows Phone, ça a coûté des milliards et des milliards entre le rachat de Nokia par Microsoft, toute l'énergie, les sommes marketing dépensées pour justement pousser Windows Phone. Et puis, Satya Nadella est arrivé après le départ de Steve Ballmer et a tout arrêté. Oui, exactement. Ce que tu dis, François, c'est un revirement stratégique profond, parce que c'est Steve Ballmer qui avait impulsé effectivement la stratégie mobile en disant tous les appareils aujourd'hui doivent fonctionner sous Windows. C'est ça la stratégie de Steve Ballmer. Aujourd'hui, la stratégie de Satya Nadella, c'est l'inverse. C'est de se dire tous les serveurs qui servent les terminaux doivent fonctionner sous Windows. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, c'est si vous avez un iPhone ou si vous tournez sous Android, n'oubliez surtout pas d'utiliser OneDrive pour votre stockage Microsoft,
ou les applications du type Office Mobile pour faire de la bureautique sur votre harmonie mobile. Donc on voit bien que la stratégie, c'est pas de disparaître du mobile, non, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture et c'est d'être de l'autre côté, c'est-à-dire de se concentrer sur le cloud, les nuages, mais plus sur les terminaux. Donc c'est vrai que c'est le changement totalement de stratégie entre Balmer d'un côté et Satya Nadella de l'autre. Bon, après, c'est pas la première fois que Microsoft fait des erreurs et dépense des sommes d'argent colossales pour après fermer des choses. C'est arrivé notamment dans tout ce qui touche la régie publicitaire. À Quantive avait coté plusieurs milliards de dollars, ils l'ont fermé. C'était censé être un concurrent, aider à la concurrence notamment et pouvoir attaquer directement les Yahoo et autres. Et puis bon, finalement, ils n'y sont pas arrivés. Bing a coûté très très cher aussi. Ouais. Voilà. Skype a coûté très cher et je pense que ça va être le prochain gadin de Microsoft. Je sais pas, je le sens un peu mal Skype quand même ces derniers temps. Ouais, après c'est une technologie qu'ils utilisent dans pas mal de leurs autres services. Ouais. Mais effectivement. Je pense que c'est Skype grand public qui a du plomb dans l'aile. Oui. En revanche, Skype intégré dans des outils de bureautique professionnels, c'est poussé aujourd'hui dans les pack office. Ça a du sens. Ça a du sens, en tout cas du point de vue de Microsoft. Et donc on revient dans la stratégie cloud pour le coup. Donc ça va pas, ça risque pas de s'arrêter pour l'instant. A priori non, pas sous cette version-là. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Eric Le Bourlou qui reste là, puisque dans un instant on aura Luc Julia à nos côtés. Content, l'auteur de l'intelligence artificielle n'existe pas. On en parle dans un instant avec Luc Julia, qui est l'un des papas de Siri. Merci beaucoup Emmanuel. Merci François. Tu es le bienvenu dans ce nouveau studio. Merci. Je te laisse les clés. Voilà, tu éteindras à la fin. Emmanuel Pacat, donc reporter à l'Express. Vous restez là. Luc Julia dans un instant dans De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.